Je voulais demander à Julia la permission, ce n'était pas prévu, mais comme on a joué ici dans la passerelle et que le plan fixe a été fait à la passerelle, je voulais rendre hommage à la passerelle. J'ai beaucoup joué dans ce lieu et voilà. Ici, je me suis souvent tenue droite dans la lumière du projecteur, étonnée, recueillie, un peu idiote parfois, amoureuse toujours, et le désir me circule. J'aime ce lieu où retentissent tous les chants, tous les textes d'amour et de révolte qui nous donnent, par-delà le chaos et le bordel du monde, la joie et le courage d'oser dire non, de ne jamais abandonner. J'aime ce lieu où des comédiens, des comédiennes, des chanteurs, des chanteuses vagabondes, tantôt bandits, tantôt enfants, ils jouent, elles chantent avec cette fièvre joyeuse de qui cherche un trésor, pour fendre le lac gelé en nous, pour nous aider à entrevoir l'être et nous faire approcher toujours plus près de la source la plus limpide de nous-mêmes, comme avant le dressage, comme avant le mensonge. J'aime ce lieu où le temps se dilate, où tout peut apparaître, même ce qui n'adviendra jamais. J'aime ce lieu où l'on invente de nouveaux récits, où toutes les paroles sont permises, où tous les corps sont égaux, les sorcières, les fantômes, les apatrides, les amoureux, les femmes libres, les vieilles. J'aime ce lieu où chaque soir s'accomplit ce miracle. Des êtres humains sont venus là ce soir encore oser ensemble, extirper jusqu'aux entrailles les vieilles racines de la haine, oser ensemble creuser le temps pour aller réveiller les pousses qui transperceront les décombres et réanimeront peut-être quelques solidarités oubliées, pour être moins seuls, pour être ensemble. Waouh! Merci beaucoup pour ça. C'était une belle surprise. Oui, Corinne. Pas prévu. Ok. Est-ce que tu as envie de nous raconter d'où vient ce texte? Ah, oui, je l'ai écrit. Juste maintenant? Pas maintenant, non. Il existait déjà, mais tout à coup dans la loge, en attendant, je me suis dit c'est le bon moment de rendre hommage au lieu de création. C'était vraiment fantastique. Merci beaucoup pour ça. Bravo. C'est une après-midi très troublante, je trouve, de voir ces interviews successives et puis cette magnifique performance et puis toi maintenant de nouveau à la place d'une interviewée comme ça toutes ces temporalités qui se juxtaposent en fait. Et je suis très émue et touchée d'avoir la chance de pouvoir te rencontrer. C'est ce qui est écrit, c'est une rencontre entre nous, mais évidemment avec vous qui êtes là aujourd'hui. Ah voilà, là c'est mieux comme ça. Évidemment avec vous, avec tout le monde, c'est super que vous soyez aussi nombreux, nombreuses. Parce qu'on a donc rencontré aujourd'hui Livette dans la pièce, l'interview 2. On a rencontré Livette de La Passerelle en 1991. Et aujourd'hui, Livette en 2024. Est-ce que c'est des Yvettes très différentes? Pardon? Est-ce que c'est des Yvettes très différentes? Oh, sans doute. Il y a quand même 33 33 ans, ouais. Ouais, ça fait 33 ans quand même. C'est toute une vie, presque. Est-ce que tu veux parler dans le micro? Clémentine, avec qui je joue, n'était pas née quand il y a eu le... Ouais. C'est drôle, hein, ouais. Oui, c'était assez... je ne sais pas comment c'était pour vous, mais de voir tout d'un coup cette image en noir et blanc, vraiment en fait un fantôme quoi, qui revient dans cette salle qui a tellement été habitée par plein de choses. Et puis là, tout d'un coup, avoir ces choses qui se superposent, c'était incroyable.
Tu n'es pas venu voir le film? Enfin, là, tout de suite, tu es resté dans ta loge? Ouais, c'est pas spécialement facile de se regarder, surtout 33 ans avant. Est-ce que tu as des souvenirs de ce moment, le 29 août 91? Oui, j'ai des souvenirs de peur aussi, parce qu'il semble que ce soit le cas de beaucoup de gens qui ont fait le plan fixe. On se demande au dernier moment si vraiment on aura des choses à dire, si vraiment, voilà, si on est légitime aussi et tout. Et on est content quand ça se termine. Et en fait, c'est en plan fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On ne peut pas refaire. À l'époque, j'ai commencé maintenant en digital, mais il y avait 5 fois 10 minutes. Alors avec Madeleine Caboche, là, la journaliste, on avait préparé l'interview, sauf qu'on n'avait pas du tout mesuré le temps. Donc on était submergés déjà. À la première bobine, on n'avait pas dit ce qu'on devait dire. Donc après, on a un peu improvisé. Elle m'a posé des questions qui n'étaient pas prévues. Donc voilà, c'est peut-être pas plus mal non plus. Je sais que je suis sortie de là en me disant ouf, c'est fait, mais en même temps en étant un peu fâchée parce que j'avais envie de dire certaines choses que je n'ai pas réussi à dire. Il faut dire qu'au moment où ça a été fait, là, en 1990, il y avait... je ne sais pas si on peut parler de ça, mais il y avait comme un angle mort du féminisme à ce moment-là. Je me souviens que j'étais ringarde quand on me disait « mais c'est ringarde d'être féministe, vous avez tout acquis, là c'est bon ». Bon, les salaires peut-être, d'accord, il y a à l'époque 25-30% de moins, mais on va équilibrer tout ça, et puis c'est bon. Et pas du tout. Il a fallu MeToo et cette révolution pour prendre l'ampleur des violences faites aux femmes. Et je me dis, c'est incroyable quand même. On voulait pas voir, ou on ne voulait pas entendre, ou on ne voulait pas comprendre. Pas tout le monde. Il y a bien sûr des gens qui étaient toujours au combat. Gisèle Halimi, Elisabeth Badinter, des tas d'autres, hein, parce que je peux pas... et des gens qui continuaient de se battre. Mais dans les années 90, ce n'était pas si facile que ça. Et c'est vrai que ton discours dans le film résonne de manière tellement forte aujourd'hui aussi. Tu dis des choses comme « oui, c'est pas tous les hommes, mais quand même ». Chaque homme devrait se remettre en question. C'est des discours qui sont partout maintenant, qui sans doute étaient très peu présents, comme tu le dis, il y a 33 ans. Voilà, en voyant ce film, moi j'étais vraiment frappée par la contemporanéité de ce que tu dis, de la figure en fait féministe que tu incarnes, qui n'a pas peur justement des tabous, de prendre la parole, de parler en jeu, de dire les choses. Et c'est très... je crois que ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est aussi te dire merci d'avoir fait ça. Aussi pour les personnes, je pense, de ma génération. Je n'étais pas née non plus en 91. Je crois qu'on te doit beaucoup. Et on doit beaucoup à toutes les personnes. Tu nommais, là, tu disais, les fantômes, les sorcières, les vieilles, juste là. Vous avez tracé le chemin, quoi. Et c'est vraiment présent dans ce film, avec cette fougue que tu déploies, cette vivacité. Et oui, on aimerait bien que le film dure plus longtemps, en effet. Mais donc, juste pour revenir sur ce film-là, donc, comme tu l'as dit, c'est tourné en 5 plans fixes. C'est une collection qui a été lancée en 1977 par un journaliste qui s'appelle Michel Bory, je crois. Oui, on a casse, super. Et puis, en fait, c'était fait parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'archives cinématographiques de Charles-Ferdinand Ramu. Donc, on s'est dit, ah mince, on va commencer à filmer les romans. Donc, il y a une sorte de collection, une mémoire vivante de l'époque qui a été faite. Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent bien mieux cette histoire que moi dans la salle. Et puis, du coup, il y a des portraits de personnalités romandes. Il y en a vraiment des dizaines. Le site internet est hyper riche et intéressant. Et donc, il y a ce dispositif très théâtral, en fait. Comme tu dis, on peut se préparer un peu à l'avance, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Et il y a une chose qui, quand même, est laissée libre pour l'invité, c'est le choix de l'endroit où on se fait filmer. Et en regardant la collection, j'ai vu qu'il y avait vraiment la majorité des gens qui choisissent de se faire filmer à la maison. Et toi, tu choisis ici, la passerelle, le théâtre de Vidy. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi ? Mais je crois que c'est parce que j'étais venue en tant que comédienne. Puis en fait, je faisais une petite
comment dire, un petit gag en disant le théâtre, c'est mentir vrai. Donc, ce que je vais dire dans cette interview, peut-être c'est tout faux. Enfin, peut-être je ne pense pas du tout ce que je dis. Ce qui arrive, hein, parfois. On dit une chose, puis on pense... Et je me disais, au moins, j'annonce la couleur. Comme ça, je suis... voilà, le mentir vrai, disons. Et, mais est-ce que le théâtre de Vidi c'était un endroit où tu travaillais à cette époque-là? C'est quoi le théâtre de Vidi pour toi? C'est quoi cette salle? Cette salle, par exemple, je peux rendre hommage maintenant à Martine Pachou, qui vient de nous quitter. Et là, on avait joué Vera Baxter de Marguerite Duras, avec Martine, justement. C'est un de ses premiers spectacles en tant que metteuse en scène. Et s'il faut rendre hommage à quelqu'un, c'est bien à Martine Pachou, qui vient de nous quitter, qui est une grande femme de théâtre, comédienne, metteur en scène, qui a regretté toute la fin de sa vie de ne pas avoir pu faire de mise en scène parce qu'on ne lui demandait pas. Et elle avait envie, et je trouve dommage que des êtres qui ont encore beaucoup de choses à donner ne puissent plus le faire, quoi. Mais voilà, ainsi va le théâtre, ainsi va la... Voilà. Martine. Oui, c'est aussi, enfin voilà, ce que tu incarnes, c'est cette histoire du théâtre roman. Enfin, on l'a vu dans le film où tu nommes justement Martine Pachot, Charles Lapotello, bien d'autres. Et puis, d'une certaine manière, ce temps qui passe, il passe dans cette salle aussi. Je me demandais qu'est-ce que c'était pour toi, cette salle, ce théâtre, aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait un spectacle ici. Donc voilà, pour nous, c'est un lieu de travail et on est contente avec Clémentine de venir tous les jours proposer un texte... oui, un peu dur peut-être, un petit peu qui parle beaucoup de la souffrance et de la douleur, mais je crois que, moi en tout cas, j'ai une propension à la mélancolie et je sais que je dois avoir du courage pour vivre ça, tout simplement, et en me disant que j'ai une chance extraordinaire de faire ce métier, mais il n'empêche que les abîmes ou les gouffres, tout le monde les traverse, tout le monde les passe, et qu'il faut un certain courage pour continuer. Même si ici, on le sait, on est évidemment chanceux et chanceuse quand on voit ce qui se passe ailleurs. Mais il n'empêche, nos souffrances, comme dit à la fin Clémentine, elles existent et il faut les faire exister aussi. Que les gens puissent entrer en empathie aussi avec ceux qui tombent, qui s'amochent. Oui, c'est peut-être... Moi, je parle de mon point de vue ici. Peut-être que les spectateurs ou spectatrices auront une autre version de ce spectacle, si vous l'avez vu. C'est vrai que le personnage de Clémentine se concentre sur l'effondrement, sur les personnes qui ont été brisées par la vie. C'est ce que dit le texte. Et je me demandais si cette notion d'effondrement, c'était quelque chose qui te parlait à toi personnellement, à la Yvette de 2024 ? Je ne vais pas raconter ma vie parce que ce ne serait pas très intéressant, mais oui, j'ai eu un grand effondrement dans ma vie qui a duré plusieurs années et avec des répliques après toujours. Et maintenant, je suis sur un plateau, disons. Ça va pas trop mal. L'objectif, c'est 100 ans. Dans 2 ans, j'ai 80 ans, donc je me dis, objectif, je veux jouer encore. Parce que si je ne joue pas, je suis un peu perdue, quoi. On fera la fête ici dans la passerelle pour les 100 ans, les 80 et les 90 et les 100. Oui, peut-être. Ouais. J'organise. Ouais, merci pour cette réponse. Tu parles justement à la fin de Plan Fixe. Tu dis ce que je me souhaite, c'est de trouver plus de simplicité. Tu dis avec un peu de chance, il me reste encore 30, 40 ans pour être heureuse. Tu parles de plateau maintenant. Est-ce que cette simplicité, ce bonheur, tu dirais que
as fait un chemin vers ça dans ces 33 dernières années? J'ai essayé, disons, je crois qu'il y a une photo dans le plan fixe, là où on voit le personnage que je joue, Emily Dickinson, le grand dramaturge Michel Garneau, québécois, a écrit en pensant à la grande poétesse Emily Dickinson une pièce qui s'appelle « Emily ne sera plus jamais cueillie par l'anémone », où il raconte cette poétesse qui se tient dans une chambre, comme disait Pascal, dans une chambre, et la surface n'est pas très importante, elle est dans un petit espace, mais elle creuse dans son espace, elle essaye de trouver ce qu'elle appelle la toute-présence, et la toute-présence, j'étais encore habitée par ça. Cette pièce est tombée au bon moment, au moment où je me disais, oui, c'est bien de vouloir changer le monde, c'est bien de vouloir, mais il faut d'abord passer par soi. Et alors que c'est une évidence, pour moi, ça ne l'était pas forcément. J'avais l'impression, j'ai encore des fois l'impression d'être un peu comme, une pelote de laine, pleine de préjugés, de lieux communs, d'injonctions, de projections, et qu'il faut essayer de trouver là au milieu où on est vrai, d'où peut émerger une parole de vérité ou une parole qui serait sienne, si c'est possible. Et je crois que le jeu, quand on danse, quand on chante, Véronique, quand on joue, je pense que ça vient de cet endroit-là, de cet endroit de la source. Et il faut la trouver, et des fois on la perd. Et quand on ne va pas bien, on a l'impression qu'on l'a perdue. Je me souviens d'une très très belle interview de Michel Piccoli, qui a beaucoup joué ici au Théâtre de Vidy, qui disait à la fin de sa vie, en souriant, pas très dramatique, j'ai plus d'encre dans mon stylo. Donc il n'avait plus d'encre dans son stylo, donc il a décidé qu'il allait se retirer. Ça ne servait à rien voilà. Et c'était une fin de vie comme ça, pas triste, mais il disait quand même ça. Et moi, tant que je peux jouer, je jouerai, mais c'est possible qu'un jour, il n'y ait plus la foi, la motivation. Je crois encore à la force de la beauté, à la force du théâtre, à la force de la chanson. Je crois à ces choses-là pour être ensemble, justement, pour partager. Je crois que c'est la chance que nous avons. Justement, dans la pièce Boîte Noire, qui avait été jouée ici il y a quelques années, tu parlais d'entrer sur scène comme entrer dans l'état amoureux, ou être dans un état amoureux en entrant sur scène. Est-ce que ça traduit un peu cette toute-présence dont tu parles? Je pense, moi c'est comme ça que je l'ai traduit, en me disant, chaque fois que j'entre sur scène, je veux être dans un état amoureuse de ce que je suis en train de faire, amoureuse des mots que je vais dire, amoureuse de ce que je vais transmettre. Et s'il y a le mot amoureuse dedans, ça a plus de chances de se passer, quoi, disons. Ouais. En tout cas, on sent beaucoup, je trouve, dans le film, cet amour-là, cette fougue que tu contiens et qui se transmet jusqu'à maintenant aussi. Parce que tu parles de chansons aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très beau au tout début du film. C'est écrit Yvette Terola, comédienne, chanteuse. Est-ce que c'est toujours comme ça que tu te définis? Est-ce que c'est quoi cette comédienne chanteuse? Oui, je crois que je suis pas une chanteuse, c'est pas grave, mais je suis une comédienne qui chante, c'est-à-dire que voilà, je mets mon métier de comédienne au service de la chanson, mais je suis pas, je n'oserais pas dire que je suis une chanteuse. Mais je chante, mais Barbara, elle disait, je suis une femme qui chante, c'est ça, hein? C'est juste ce que je dis. Barbara, je suis une femme qui chante. Et tu danses aussi, on a vu cet après-midi, avec un chapeau de cow-boy. C'était très beau. Je me demandais un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis ce film, depuis 1991, donc il y a 33 ans qui se sont passés, c'est pas rien. J'ai continué à jouer, un peu dans la ligne d'un théâtre dans la cité, quoi. J'ai travaillé avec Ourdin, Jean-Louis Ourdin, à Massilly, avec Jean-Paul Wenzel, au Fédéré à Montluçon, au Théâtre du Peuple à Bussan. J'ai toujours aimé cette idée d'un théâtre populaire et d'un théâtre
accessible aux gens et d'aller dans ce sillon-là. J'ai fait aussi des spectacles personnels où notamment une réfugiée libanaise, on est toujours en contact et elle est effondrée, évidemment, avec ce qui se passe au Liban en ce moment. Ça s'appelait Laïla, récit d'exil. Elle n'a pas obtenu l'asile ici en Suisse. Et je décrivais ça dans le spectacle où tous les jours, on va à la boîte aux lettres pour voir si on a reçu son avis d'expulsion ou pas. Après, elle a réussi à avoir un permis plus que de séjour. Elle s'est établie près de Angers. Ils ont été accueillis en France. Ouais. Sinon, oui, j'ai continué de chanter, j'ai continué de... J'étais déjà maman. Oui, j'étais déjà maman depuis longtemps à ce moment-là. Tu as continué à être maman, et à être grand-maman. Grand-maman, oui. Oui, j'ai 2 petites filles, ouais, de 14 ans et 10 ans. Ouais, justement, tu es très importante pour nous, pour moi, parce que tu incarnes justement l'histoire du théâtre roman qui continue, qui joue et qui travaille et qui se transforme, et aussi parce que tu incarnes ces engagements féministes, vraiment de ta personne. C'est-à-dire que ce n'est pas que des brillants discours, tout ce qu'on t'entend dire dans les médias, ce qu'on entend dans tes chansons, c'est aussi ce que tu vis. Et puis je me disais, waouh, Yvette a été comédienne et mère à une époque aussi du théâtre où c'était aussi pas, comme tu dis, le féminisme n'était pas forcément bien vu, bien accueilli. C'était une époque un peu peut-être misogyne du théâtre aussi, c'était beaucoup des hommes qui régissaient tout. Oui, je ne veux pas raconter là parce que ce serait trop long, mais le nombre de... Oh là là, parce que j'ai fait un spectacle qui s'appelle Histoire d'île, où je raconte ça un peu. Ce que j'ai vécu à l'école, où j'étais déjà à l'école de théâtre. Peut-être juste une anecdote. Enfin, c'est pas vraiment une anecdote. Pour moi, c'était pas une anecdote, c'était violent. Je suis entrée très, très jeune à l'école romande d'art dramatique. J'avais 14 ans. Donc, j'ai dû avoir une dispense pour l'école, tout ça. D'où le fait que je n'ai jamais fait d'études et que j'étais un petit peu... Comment dire, un petit peu toujours, je me sentais un peu, par rapport aux intellectuels du théâtre et tout, je me suis toujours sentie un petit peu, pas diminuée, mais j'avais de la peine, parce qu'aussi les hommes avaient la parole, les hommes avaient le pouvoir, et puis voilà. Mais dans l'école où j'étais, il y avait un professeur qui m'avait dit, faut que je te parle. Oui. Il m'a donné rendez-vous. Il était professeur de ce qu'on appelait de psychophysique à l'époque. Ça n'existe plus, j'imagine. C'est-à-dire qu'on devait mimer, absurde, mimer, je ne sais pas, vous cueillez une fleur, vous sentez l'odeur de la fleur. Et moi, il m'avait dit, tu attends, là, ton amoureux, tu es au bout de la... Puis il me dit, mais tu vois, tu ne peux pas faire ça, c'est impossible, parce que tu es vierge. Et quand on est vierge à 14 ans, on ne peut pas. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de soi, vraiment. Alors, je te propose de te déflorer, avec beaucoup de délicatesse. Si tu fais ça avec un jeune homme, il va être très maladroit. Moi, je peux te... Alors vas-y, mets-toi contre le mur, là, tends tes lèvres, tends tes seins. Il s'est approché de moi et j'aurais pu être sidérée. Parce que quand on a 14 ans... Non, mais j'étais à 100 000 lieues d'imaginer ça. Et tout d'un coup, j'ai pu partir, j'ai pu m'enfuir. Mais évidemment... Comme tout ce qui arrive aux femmes, on ne dit rien parce qu'on a le sentiment qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû. On a fait quelque chose qui n'était pas bien. Et pourquoi ça m'arrive à moi, ça? Et après, il y a eu d'autres choses comme ça. Et toutes mes camarades, des comédiennes, peuvent raconter des dizaines et des dizaines de... Enfin, je ne sais pas, d'humiliation ou de misogynie ou de... Misogynie qui était rampante, qui était admise par tout le monde, même par les femmes. Beaucoup de comédiennes que je connais misogynes, il n'y a pas de raison. Hein. Si tout le monde était... Ce qui se passe en ce moment, moi, qui me fait peur, parce qu'il y a d'un côté un changement extraordinaire pour moi.
toutes ces politiciennes, ces chroniqueuses, ces chanteuses, ces scientifiques, ces journalistes qui prennent enfin leur place et font entendre leur voix, comme si c'était... On ne va plus invisibiliser les femmes. Il faut qu'elles fassent partie de l'histoire. On les a trop invisibilisées. Et en même temps, on a ces espèces de dark romance, je ne sais pas comment on appelle ça, où la violence est voulue, est demandée par les filles et les jeunes femmes pour avoir des hommes machos, des hommes, et les masculinistes aussi qui se fédèrent et tout. Il y a les deux, on est pris là au milieu, mais moi je vais aller du côté effectivement de ces femmes qui enfin peuvent parler, qui enfin disent et s'expriment. Ouais. Merci déjà de partager ça. Et aussi, je me demandais par rapport au fait de faire du théâtre, justement, parce qu'il y a souvent ces figures de pouvoir. Les théâtres, ces endroits, on doit être très efficace, on doit travailler très vite. Et donc, du coup, il y a des hiérarchies, forcément. Mais tu as expérimenté d'autres choses. Tu en parles aussi dans le film. Tu as fait des expériences collectives qui, après, ont laissé plus de place à l'individualisme. Je me demandais comment est-ce qu'on peut faire du théâtre et s'assurer qu'il n'y a pas d'abus de pouvoir, par exemple. On peut pas. On peut pas. Non, je crois pas. Souvent, on me dit, les hommes me disent, mais Yvette, si tu veux faire la révolution féministe, mais fais-la avec nous, quoi. Mais je leur dis, mais d'accord, aucun problème. Venez. Chaque fois que vous assistez à quelque chose de sexiste ou quelque chose qui ne joue pas, dites-le. Prenez fait et cause, vous aussi. Engagez-vous. Les hommes, souvent, se taisent, sont assez silencieux, je trouve. Il faut qu'ils disent, qu'ils prennent eux aussi leur... Je ne sais pas si c'est leur responsabilité, mais quand on voit ce qui se passe là à Mazan, enfin, je ne sais pas, je sais pas, j'espère que c'est un procès pour l'histoire, comme Gisèle Halimi en son temps avait fait ce procès à Aix-en-Provence pour ces 3 Marseillais qui avaient violé ces 2 femmes qui campaient près de Marseille, et qu'elle avait voulu que ce soit pas à huis clos, comme Madame Pellicot. Elle avait obtenu que le viol était un crime et pas un abus sexuel, enfin un crime, donc qui allait aux assises. Et bravo, merci Gisèle Halimi. À un moment donné, il faut ouvrir et qu'on comprenne ce qui se passe, quoi. Quand l'avocat de la défense dit il y a viol et viol, si ils n'avaient pas conscience qu'ils violaient, il n'y a pas viol. Ah, c'est comme si, d'une certaine façon, une bonne femme violée, c'est une femme morte, quoi. Là, quand on est morte, il n'y a pas parole contre parole, on est morte. Mais autrement, c'est parole contre parole. Encore que là, je crois qu'ils sont en train de diffuser, n'est-ce pas, c'est ça, hein, ouais. Les images. Ils ont levé Pardon ? le huis clos. Je fais un petit virage. Quoique, non, c'est quand même un petit virage. C'est pour. Je lisais justement un article de Joël Haguet sur toi, l'historien du théâtre Joël Haguet, et il disait que au Japon, tu serais considéré trésor national vivant. Tout simplement. C'était en 2013, il a écrit ça quand tu as reçu l'anneau Hans Reinhardt, donc le plus prestigieux prix de théâtre qu'on peut recevoir en Suisse. Et puis, je me demandais très concrètement comment vit un trésor national vivant. Parce que tu parles beaucoup dans le film aussi, tu es très ouverte à, voilà, quand tu parles de ton milieu familial, d'où tu viens, de comment vivaient tes parents. Tu parles des injustices et tout ça, et puis maintenant aussi dans une perspective de bon, qu'est-ce que ça veut dire en fait être Yvette Terola. Voilà, c'est comment que tu travailles et qu'est-ce qu'on te propose comme conditions matérielles quand tu travailles. Ah, tu veux parler de la situation financière ? Un peu. Oh, elle n'est pas brillante. Bon, je peux donner des chiffres. Hein. Depuis que j'ai la retraite. Bon, les comédiens, c'est seulement depuis 85 qu'on a le droit au chômage. Mais encore, je dis les comédiens en France, ou les chanteurs et les chanteuses,
il n'y a pas de deuxième pilier, quoi. Il n'y a pas de caisse de retraite. Alors moi, ma caisse de retraite, elle est de 1500 francs par mois, caisse de retraite, et la VS 2000. Donc 3005, ça va, on peut vivre avec 3500 francs, c'est pas un problème. Mais heureusement que je joue encore, ce qui me permet d'avoir encore une voiture, d'avoir des vacances. Je me plains pas, hein, j'ai choisi ce métier et tout, mais c'est vrai que financièrement, pour donner une anecdote, il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé au théâtre de Carouge, où j'ai fait un travail sur Alice Riva, hein, la grande romancière que tout le monde connaît. Ouais. Et bon, j'ai travaillé, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai adoré travailler sur Alice Riva. La paix des ruches, c'est extraordinaire, c'est 2 ans avant Simone de Beauvoir, où elle avait déjà l'intuition de tout, elle avait tout compris. Et voilà, j'ai travaillé sur ce spectacle, et l'administrateur de Carouge m'envoie un contrat, et sur le contrat, il y avait 1 semaine de travail, de préparation. Je me suis dit, bon, il me paye 1 semaine de travail, je ne sais pas, grosso modo, je pense que ça a pris 2 mois, le travail que j'ai fait. Et je réponds, ma ligne, c'est une anecdote, c'est pas pour comment dire, accuser ou quoi que ce soit, c'est juste un exemple. Et je leur dis, écoutez, voilà, j'ai fait tout un travail sur Alice Riva, j'ai lu plusieurs fois l'œuvre, après j'ai fait un montage, ça m'a pris beaucoup de temps. Alors, compte tenu du temps que j'ai passé à faire ce spectacle, j'estime qu'1 semaine de rétribution, c'est pas suffisant. Alors, je vous l'offre, c'est plus simple comme ça. Sauf que ça m'est revenu en pleine figure, ils m'ont dit, bah d'accord. Et voilà. Ils m'ont enlevé 2000 francs du salaire. Je ne savais plus quoi dire parce que j'avais... Enfin, c'est une anecdote parmi d'autres. Après, j'ai discuté avec lui. Je l'aime beaucoup, David Junot. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas, toi, combien tu es payé par mois. Combien tu gagnes tous les mois? Tu es à l'année dans un théâtre. Il m'a dit, oh, écoute, quand nous augmentons, on vous augmente aussi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un statut précaire. Oui, et puis je pense que peut-être c'est aussi un tabou. Je me dis peut-être que toi tu en parles plus facilement maintenant en tant que trésor national vivant, je ne sais pas. Tu en parlais dans l'illustré en tout cas, donc voilà. Mais c'est vrai, ça me semble important aussi de dire, pas de se plaindre, mais d'exposer la situation. Ouais, donc merci pour ça. En fait, là, on a vu avec Interview 2, avec ce film, maintenant, on te pose vraiment beaucoup de questions et tu te plies à l'exercice vraiment brillamment, voilà, avec beaucoup de générosité. Mais je me demandais si toi, tu avais peut-être envie de poser une question aussi. Soit au public ou à quelqu'un qui est ici ou qui n'est pas ici, ou à Yvette d'avant. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Bien sûr, bien sûr. Moi, je crois que je suis plus proche que de la petite fille que j'étais, que de elle. Là, je crois que je suis... Ouais, je me sens assez proche de la petite fille que j'étais. Souvent, j'y pense. Je me dis, qu'est-ce qu'elle dirait, cette petite fille, et tout ça. Parce que, dans le fond, je suis restée au très fond de moi. Une petite fille. Une fille, en tout cas, une enfant, mais dans le bon sens du terme, quoi. Et de retrouver ça. Quand on joue, finalement, on est comme une enfant, qui joue, quoi, mais qui joue sérieusement, mais qui joue. Et je crois que cette fraîcheur-là, ou cette chose-là, il ne faut pas la perdre, disons. Et par exemple, est-ce que tu as un exemple de question que tu poserais à cette petite fille, ou que tu poses à cette petite fille ? Il y a beaucoup de questions que je lui poserais, mais je ne sais pas si... Non, je ne sais pas. Non, non, je veux pas m'épancher non plus. Et voilà. On va s'imaginer. Non. Ouais. Ok, ça marche. Mais c'est vrai que j'étais une enfant. C'était un milieu assez fermé. Faut dire ce qui est. Le milieu catholique
ici en Suisse romande, en plus du canton d'où je venais, Fribourg. Moi, du côté de ma mère, il y a 12 enfants, du côté de mon père, 14. C'était vraiment des familles, je ne sais pas si je le dis là, mais c'est vraiment des familles chrétiennes où chaque fois, ma grand-mère, elle avait une chemise de nuit, je crois que je le dis dans un spectacle, où il y avait un trou là, et où c'était marqué « Puisque Dieu le veut ». Et voilà. Mais ça raconte beaucoup de choses. On vient de là aussi. Hein. Et c'est très drôle, et je trouve incroyable comment tu tournes ça aussi en dérision. Enfin, ton humour, c'est vraiment une force incroyable, on le sent. Enfin, il y a eu beaucoup de rire dans la vidéo, maintenant aussi. Enfin voilà, comme vraiment une grande force que tu as. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Il faut faire les choses sérieusement. Mais... mais pas se prendre au sérieux. Ouais, ça rejoint un peu. Enfin, toute la fin du film, pour moi, c'était vraiment aussi une grande cartographie de comment vivre sensiblement. Et je te remercie aussi de partager ça avec tellement de douceur. Enfin, c'est vraiment des choses qu'on prend pour soi. Je me demandais si peut-être vous aviez des questions, si tu es d'accord d'ouvrir au public, si vous aviez envie de poser des questions peut-être à Yvette de 2024. Oui. Oui. Vous voulez prendre le micro ou... D'accord. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez réussi d'être pour ou vous êtes toujours contre? Les deux. Il faut dire oui, mais il faut aussi savoir dire non. Je crois. En tant que femme, souvent c'est compliqué parce qu'on en culpabilise, mais je crois qu'il faut... Oui, vous avez un autre spectacle. Oui. Oui, bonsoir. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce que vous dites, mais j'ai quand même encore une question sur la langue, c'est que vous n'avez pas parlé du public, parce que je pense que le public peut aussi nourrir l'acteur. Je voulais juste avoir votre avis là-dessus. Que le public peut aussi nourrir l'acteur. Bien sûr. Voilà, c'est juste ça que je voulais avoir. Ah, mais c'est évident, oui. Ben, on fait ça pour ça aussi, hein, ce métier. Pour être avec les gens, toute seule ou tout seul, c'est moins... C'est important. Après, il y a des objets qui posent question. Je vois bien qu'interview, là, tout le monde n'est pas embarqué ou tout le monde n'est pas forcément... Mais il faut aussi proposer des objets, des choses qui ne font pas l'unanimité ou qui posent question. Ou qui, ouais. J'ai répondu. Bonsoir. Oh, pardon. Oups. Moi, j'avais envie de te remercier, Yvette, et de dire que heureusement que tu changes. Parce que quand on voit ce film, 33 ans, l'âge de ma fille, je me dis, on retrouve la bande de Gaza, on retrouve le conflit. On se dit, mais putain, il n'y a rien qui change. Alors, heureusement que toi, tu continues de tracer ton sillon. Et merci, parce que ça donne l'espoir et on a envie de se donner tous rendez-vous, avec toi ou avec nous-mêmes. Merci, Margarita. Merci vraiment pour cette rencontre qui était très, très touchante, je trouve. La question que j'aimerais vous poser, elle concerne ce théâtre collectif que vous faisiez dans votre jeunesse. Et dans le film, dans le plan fixe, j'ai l'impression que vous regrettiez en fait de l'avoir perdu un peu à ce moment. La question que j'aimerais vous poser, mais je crois que je peux aussi la poser à vous en fait, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que ce genre de théâtre, ça existe encore ? Et comment est-ce que vous voyez finalement l'état du théâtre par rapport à cette envie de collectivité que vous aviez à cette époque aujourd'hui? Tu réponds, Julia, peut-être toi, parce que c'est toi qui va partir maintenant, qui va faire des mises en scène et tout ça. Comment tu vois, toi? Oui. Merci beaucoup. Ouais, c'est une question très importante parce que c'est vrai que on est
quand même dans ce moment où il y a le 1 qui est très mis en avant. On fait le spectacle Hercule que je fais, c'est une pièce écrite pour 20 personnes. C'est un seul en scène. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de multiplicité, mais très concrètement, voilà, il y a une personne au plateau. Après, il y a toute une équipe autour, donc on reste collectif. Je pense que ce qui se joue vraiment maintenant, c'est ce qu'on a commencé à discuter, c'est vraiment comment est-ce que on fait avec les dynamiques de pouvoir dans la fabrication du théâtre et voilà, qu'on travaille en collectif ou que ce soit un collectif qui signe la mise en scène ou que ce soit une seule personne qui signe la mise en scène, comment se prennent les décisions. C'est vrai que ça ne se lit pas quand on lit le générique, mais je sais que, et peut-être les autres personnes qui sortent de la manufacture maintenant ou qui étudient le théâtre, je sais que c'est une question hyper importante qu'on doit se poser, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui quittent le théâtre à cause de problèmes. En fait, on n'a pas de solution. On ne sait pas comment bien faire. Et puis, on accepte juste trop de situations insupportables. Donc, en tout cas, il y a une réflexion, et il y en a beaucoup de réflexions. Mais je n'ai pas de réponse. Par rapport à ce théâtre, avec Charles Apotello, qui était donc le directeur de ce théâtre, qui l'a créé après l'exposition de 64, on a créé une troupe là, où c'était plus qu'un collectif, c'était vraiment un collectif, les gens du bureau, les gens de la technique, les balayeurs, parce qu'il y a des balayeurs, des balayeuses, tout le monde était invité à choisir les pièces en commun, à discuter. C'était vraiment une tentative, une utopie en tout cas de faire un vrai théâtre collectif. Moi j'ai participé à plusieurs troupes de théâtre populaire roman et tout ça, le T-Acte avec André Stégère et tout ça. C'était une vraie implication, quoi. Il ne s'agissait plus de faire du théâtre d'une manière pyramidale, il fallait être ensemble pour tenir un propos ensemble, être d'accord avec ce qu'on disait et le défendre, mordicus. Moi je me souviens au théâtre populaire roman, ça ne nous venait même pas à l'esprit qu'on nous dise ce que tu jouais bien, mieux que les autres, je ne sais pas quoi. On ne pensait pas à ça. On était ensemble et on défendait quelque chose ensemble. Alors bien sûr qu'il y a peut-être une petite nostalgie de ça, mais je ne crois pas que c'était les beaux jours du théâtre. Je crois qu'il y a encore de nouveaux beaux jours à créer et que les jeunes générations, elles vont s'emparer de ça, et surtout les femmes, quoi, pour insuffler quelque chose peut-être de différent. Il y a encore des collectifs en Suisse romande, mais assez peu. Quand j'ai fait, je crois, ce plan fixe, il y avait très peu de troupes émergentes, comme on dit maintenant. Depuis 30 ans, ça a vraiment explosé, quoi. Il y a un nombre de gens qui font ce métier, tant mieux, ceci dit. Après, ça pose la politique du subventionnement. Après, ça se discute, moi, je sais pas. Puis aussi, l'état des théâtres, comme me fait dire Rambert au début du spectacle, c'est qu'on est envahi de com, de prod, et que ça prend une grande partie du... Je sais pas, il y a un nombre de gens dans les théâtres maintenant, mais c'est hallucinant. On se demande quelle est la portion qu'on garde pour la création, quoi. Tellement il y a de postes fixes, tellement il y a de... Non, c'est vrai, non? Enfin, je sais pas, peut-être que... Mais oui, c'est vrai. Et en même temps, je trouve que, en t'écoutant, ça me fait penser que le collectif s'étend à l'ensemble du théâtre aussi, que finalement, c'est aussi des gens avec qui on travaille. C'est vrai que j'ai participé, par exemple, à des créations du collectif Rimini Protocole, où là, tout le théâtre de Vidi se retrouvait vraiment impliqué à fond dans la création, dans le spectacle, faisait les démarches, et puis on ne faisait pas la distinction entre qui faisait partie de l'équipe créative ou de la prod ou de la com. Voilà. Donc il y a des moyens de faire, mais c'est vrai que ça va sans doute avec d'autres formes aussi qui sont à inventer pour inventer de nouveaux collectifs. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ah, là, madame. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose en plus sur la totale présence? Oui.
La totale présence. C'est dans le sens où, quand je travaillais ce rôle-là et de Émilie, je me souviens que elle disait, et je disais avec elle, que dans le fond, tout devrait être sacré. Mais pour moi, un sacré païen, c'est-à-dire sans une spiritualité qui existe, sans forcément croire en Dieu ou quoi. Et je m'approchais de ça. C'était un moment de ma vie où je me disais qu'est-ce que tu fais, où tu es, tu es toujours en périphérie de toi-même, va au centre là. C'est vrai aussi que, comment dire, quand on est une femme et qu'on vit dans une société patriarcale, on a dans la tête, dans notre imaginaire, toutes les photos, les films, les romans qu'on a lus, qui étaient la plupart du temps écrits par des hommes. Donc il y avait une image de la femme et des femmes qui était la leur, et que nous l'avons souvent intégrée. Et je me souviens que depuis ce moment-là, et encore maintenant, je suis loin du compte, j'essaye de me défaire aussi de ça, de ces injonctions-là, et de créer un nouvel imaginaire. Heureusement qu'il y a toutes ces femmes maintenant qui écrivent. Il y a toujours eu des femmes qui ont écrit, évidemment, que ce soit Virginia Woolf, que ce soit des tas de femmes qu'on lisait aussi. Mais par rapport à la proportion d'hommes qui écrivaient, et qui souvent parlaient d'héroïnes auxquelles on s'identifiait, et qui étaient pas vraiment des vraies femmes, quoi. Des projections, des images, beaucoup de misogynie, souvent. Et voilà, enfin, je ne sais pas si je réponds. Non ? Oui, en partie. Alors, dites-moi. Alors, non, la toute présence, c'est une question... Votre toute présence à vous. Ma toute présence à moi, c'est quand je suis sur un plateau, de me dire tu es où ? D'où ça part, ce que tu dis ? D'où ça vient ? Alors, on peut penser qu'on laisse ouvert et puis que ça va directement sur le public, mais il y a aussi une façon se rendre disponible, se rendre libre par rapport à ce qu'on est en train de faire. C'est impossible, je dirais. C'est impossible, mais il faut essayer. Il faut essayer. Moi, j'ai beaucoup lu, enfin beaucoup, non, un petit peu. Quelqu'un comme Christian Bobin, je dis, parce qu'il est décédé là, il y a 2 ans ou 3 ans. Tous ces livres ne me plaisent pas, mais il y a dedans une simplicité, une attention aux petites choses, une attention à la fragilité, qui me plaît, disons. Et j'essaye de faire avec ça. De jamais être en force, ou de jamais, même s'il y a du tempérament et tout, de laisser les choses se faire, et d'être disponible, je sais pas, oui, c'est mieux. C'est chacun qui se pose cette question par rapport à sa vie, par rapport à... Rien. Peut-être qu'on arrête aussi. Pardon. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. Juste dans la pièce et dans l'interview, tu parles beaucoup de silence, où il y a beaucoup de silence. Je remercie votre écoute, votre silence, et je pense qu'il y a des réponses auxquelles on ne peut pas forcément répondre, toujours avec des mots, et donc il faut venir te voir et te revoir le 21 novembre à la lecture avec Alice Riva, sur Alice Riva, pas avec, un peu avec, et puis jusqu'au 10 octobre, encore l'interview ici. Je voulais inviter des gens. Merci 1000 fois Yvette et merci au public. Merci.